Bonjour ou rebonjour, excusez-nous pour ce petit délai, cette petite confusion à la mise en place. Nous utilisons une nouvelle plateforme, donc on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. En tout cas, bienvenue encore une fois pour ce webinaire, pour cette série de webinaires consacrés à la surveillance instrumentale de l'animal anesthésié. Hop, je vais juste faire ceci. Euh, nous nous étions déjà retrouvés donc il y a quelques jours pour aborder un premier webinaire. Je ne vous ai pas dit quand même une information importante au préalable. Ces webinaires sont présentés par le docteur Stéphane Mahler. Bonjour Stéphane. Je reprends le micro. Bonjour Evelyne, bonjour à Bonjour. tous. Donc nous nous étions retrouvés il y a quelques jours pour évoquer les différents paramètres du monitoring. Vous étiez d'ailleurs nombreux à nous avoir rejoints. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, ce webinaire est d'ores et déjà disponible en replay sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur notre chaîne, et plus précisément sur la playlist monitoring. Voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler des variations simples et courantes du monitoring multiparamétrique, et nous nous retrouverons le 12 avril prochain pour que Stéphane Mahler nous expose quelques cas pratiques avec des actions correctrices. Voilà. Un petit mot précisément sur votre intervenant, le docteur Stéphane Mahler, qui est passionné par la gestion de la douleur et des techniques adaptées qu'il partage avec les équipes vétérinaires depuis de nombreuses années au travers de son organisme de formation Best in Vet. Il a un intérêt tout particulier pour les techniques avancées d'anesthésie loco-régionale, telles que l'électrostimulation et l'éco-guidage. Quant à nous, Mano Médical, nous vous accompagnons depuis maintenant 25 ans en vous proposant de nombreuses solutions adaptées à votre pratique vétérinaire. Vous avez à l'écran les différentes gammes que nous proposons. Et nous avons également à cœur de vous proposer un accompagnement adapté au travers justement de formations et de webinaires que l'on met régulièrement en place. Donc voilà, aujourd'hui, on parle monitoring. Je termine cette petite introduction pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes vos questions vous avez une barre de des outils à votre disposition. Donc, vous avez un petit onglet questions-réponses donc dans lequel vous pouvez poser vos questions, et nous y reviendrons à l'issue de la présentation. Et ben pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Et Stéphane, je vais pouvoir vous passer la main, ou vous allez pouvoir la prendre directement, je crois. Je vais partager mon écran. Alors, je partage tout l'écran. Hop. Est-ce que vous pouvez juste me faire un retour pour me dire que ça fonctionne? Tout va bien, on voit bien votre écran. Génial, super. Donc, effectivement, rebonjour à tout le monde. On va continuer notre petit parcours sur le monitoring multiparamétrique. On avait vu donc la dernière fois, comme Yveline vous l'a rappelé, on a replacé un petit peu ce que c'était que ces valeurs, ces courbes, à quoi elles correspondaient. Maintenant, on va voir comment ça bouge. Comment ça bouge et surtout comment ça bouge les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire on va essayer un petit peu de naviguer entre ces paramètres, et quand il y en a un qui bouge, on va voir quelle influence ça peut avoir sur un autre, ou qu'est-ce qu'on peut regarder pour confirmer, infirmer, expliquer éventuellement les variations qu'on voit. Donc on va essayer de tenir je pense, une petite heure, et je vais vous illustrer les variations. Alors évidemment, c'est impossible de les évoquer tous en une heure. On va vraiment faire les plus fréquentes. Et comme je disais, on va les raisonner, on va orienter notre raisonnement vers des causes possibles qu'on essayera de résoudre au cours de notre prochain webinaire.
Et comme la dernière fois, je vais commencer par le parent pauvre de la surveillance du patient anesthésié, c'est la température. Un grand combat pour cette température. Comment bouge la température? Bah, vous le savez, hein, traditionnellement, l'évolution classique de la température corporelle sous anesthésie, c'est l'hypothermie. Cette hypothermie débute immédiatement à T0 de l'anesthésie, qui n'est pas finalement le moment de l'induction, mais qui est le moment de la prémédication. De manière brutale, on a cette phase de redistribution de la chaleur qui essayer d'être préservée au niveau des viscères de l'encéphale, ce que j'ai appelé la dernière fois le noyau. Mais comme nos médicaments d'anesthésie, de prémédication sont très souvent vasodilatateurs, bah, cette chaleur qui était confinée à l'intérieur du noyau, d'un seul coup, elle va diffuser dans tout le corps, d'où cette chute très rapide de la température corporelle qui démarre dès la prémédication. Elle va continuer à cause des pertes dans les premières heures d'anesthésie et finalement, le corps va quand même mettre en place un certain nombre de sécurités, de barrières, c'est pourquoi les animaux tombent rarement en dessous de 34, 35, parce que finalement, les alarmes se réveillent quand même et la vasoconstriction va se remettre en place et du coup, on va commencer à avoir un certain contrôle, mais évidemment, on aura atteint déjà l'hypothermie sévère. Je vous propose des petits quiz, hein, des petites questions pour égayer un peu cette présentation. Finalement, alors, quelle pourrait être, parmi les réponses que je vous propose là, une conséquence d'une hypothermie sévère lors d'une anesthésie? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt faire attention à l'hypotension artérielle, à l'arythmie cardiaque, à la chute de la saturation ou à l'hypercapnie? Est-ce que vous avez, je pense qu'Yveline peut peut-être relancer, je ne sais pas s'il faut que j'arrête le partage pour lancer le sondage, Yveline? Alors non, moi je l'ai lancé de mon côté. Je vois J'espère plus rien, que moi. ah bah, c'est que j'ai certainement parce que je l'ai lancé. En tout cas, moi, c'est parti. Heu, alors pour l'instant, je ne vois pas de réponse. Vous devez avoir une fenêtre, alors je m'adresse aux participants, vous devez avoir un petit icône, sondage ou tout simplement une pop-up, donc une fenêtre qui s'affiche sur votre écran, donc sur laquelle vous pouvez donc sélectionner une des réponses, normalement, si c'est ce que En si c'est ce que partageant vous mon avez. écran, en fait, tout l'interface de Teams disparaît, donc je ne vois pas les réponses. Alors On essaie. Est-ce que vous avez des éléments déjà de votre côté? Sinon, on va enchaîner en alors envoyer une réponse rapide. Excusez-moi, je lis en même temps, oui, moi je ne vois pas de réponse, mais Alors, à ce moment-là, on ne va pas perdre de temps et on va enchaîner. Le Lors d'une hypothermie sévère, on n'aura pas franchement d'hypotension, on aura plutôt de l'hypertension parce qu'on va avoir une vasoconstriction périphérique. Chute de la saturation, probablement pas du tout, surtout si l'animal est oxygéné, il n'y a pas de raison que la saturation chute. L'hypercapnie, peu probable parce que si l'animal est en hypothermie, en fait, il ne va pas produire de CO2, tout son métabolisme s'arrête. Mais en revanche, puisqu'on va avoir une hypertension, on va risquer un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et si la fréquence cardiaque diminue, bah, c'est moins de sang qui est distribué vers le cœur. Et c'est le cœur qui peut souffrir d'arythmie, de troubles du rythme à cause de cette hypothermie sévère. Donc,
Je vous rappelle ici un petit peu les trois grandes pathophysiologies associées à la température, à la diminution de la température. En bleu, vous avez ce que je viens d'expliquer, cette vasoconstriction qui, tout en bas de cette succession d'événements, va entraîner une chute de débit cardiaque et de la l'ischémie cardiaque. Au rouge, vous avez une conséquence qui est terrible de l'hypothermie, c'est que l'hémoglobine qui fixe l'oxygène va avoir une affinité qui va être augmentée pour cet oxygène, ce qui fait que l'hémoglobine ne va plus du tout libérer l'oxygène quand elle va arriver dans les tissus, comme on l'a vu la dernière fois. Et les tissus vont être en hypoxie. Vous allez fournir de l'oxygène à l'animal, c'est parfait, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais sous hypothermie, l'hémoglobine ne va pas relâcher cet oxygène. Et du coup, bien que l'animal soit oxygéné, eh ben, il va être en acidose, il va être en carence d'oxygène à cause de cette hypothermie. Et puis, alors, en vert, vous avez d'autres complications comme les saignements, les retards de cicatrisation, les chutes de métabolisme et le réveil tardif. Du coup, qu'est-ce que je vais, quand j'ai une hypothermie, je ne vais pas me centrer uniquement sur l'hypothermie. Alors évidemment, je vais renforcer les mesures préventives, voire correctrices. Et puis, je vais en regarder les autres éléments. Déjà, je sais que cet animal n'a beaucoup, beaucoup moins besoin d'isoflurane, donc on va diminuer l'isoflurane. Je vais l'oxygéner, mais je sais que ça va être un petit peu, qu'il va falloir le maintenir longtemps. Et surtout, eh bien, on va regarder la pression artérielle pour comprendre s'il n'y a pas d'hypertension. On va surveiller le CG pour surveiller d'éventuelles arythmies qui peuvent survenir à la suite de cette hypothermie. Je sais que la capnographie sera basse. L'évolution normale d'une capno sous hypothermie, elle est basse. Elle va être à 20, 25, 30 peut-être, mais c'est normal. Et il est fort probable que l'oxymétrie, elle soit perdue, qu'on n'ait aucun signe d'oxymétrie. Et ce n'est pas la peine, malheureusement, de s'énerver à essayer de mouiller la langue, tapoter la langue ou replacer l'oxymétrie. On l'aura probablement perdu. Pourquoi? À cause de la vasoconstriction que je mentionnais tout à l'heure. L'organisme va essayer de maintenir un peu de chaleur, va provoquer une vasoconstriction. Ah bah forcément, la langue ne reçoit plus de sang. Et donc, il est fort probable que l'oxymétrie sera perdue. Attention au réchauffement intenses, massifs, qui, eux, à l'inverse, vont provoquer une vasodilatation périphérique, en plus d'éventuelles brûlures. Mais on va provoquer d'un seul coup une vasodilatation, ce qui va faire en quelque sorte un appel de liquide en périphérie. Et là, on va carrément basculer dans une hypotension, parce que tout le sang va être appelé en périphérie dans des tissus qui ne sont pas nobles, et les tissus nobles ne vont plus avoir de volume sanguin. Ça, c'est l'évolution classique de la température que vous connaissez. Oui, mais attention, il y a des hyperthermies qui sont possibles. Et, et là, je ne parle pas d'hyperthermie maligne comme chez le cochon. On sait qu'ils ont une sensibilité génétique. Certaines races ou lignées ont une sensibilité génétique aux halogénés, surtout l'allotane, mais également l'isoflurane. Ça, c'est un peu chez le cochon. Là, je ne parle pas du tout d'hyperthermie maligne génétique, hein, mais on sait que des races comme, par exemple, dans ce cas clinique, le chocho, avec des poils très denses, des peaux épaisses, des sous-poils, et puis évidemment un caractère un peu brachycéphale, voire stressé, eh ben, on a des facteurs favorisants pour qu'un animal sur une table, même sans mesure de réchauffement, parte en hyperthermie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas haleter, il a un sous-poil tellement épais que l'air ne peut pas circuler à l'intérieur, donc ne peut pas éliminer la chaleur. Pour peu qu'il soit un peu stressé, eh ben, il a une production de chaleur qui est anormalement élevée. On va utiliser des vasoconstricteurs éventuellement, je pense aux alpha-2. Du coup, le sang ne peut pas aller en périphérie et éliminer sa chaleur. Et vous avez là des situations où
on peut très bien, et ça m'est arrivé de mémoire 2 fois, avoir des hyperthermies. Comment on va caractériser enfin, qu'est-ce qu'on peut constater en association à cette hyperthermie? Bah, si vous regardez la capno, bah, vous constaterez que cette capno, elle va augmenter 60, 65, 70, 75. C'est énorme. Et vous avez beau essayer de ventiler l'animal pour lui faire éliminer ce CO2, bah, ce n'est pas un problème d'élimination du CO2, c'est vraiment un problème de production de CO2. L'animal est en hypothermie. Donc oui, l'hypothermie et hyperthermie, j'espère que je n'ai pas fait le lapsus. Hypothermie, c'est l'évolution la plus classique. Hyperthermie est tout à fait possible, même sans mesure de réchauffement actif. Donc, le suivi de la température est important. Le CG. Alors, on a vu la dernière fois que, idéalement, on aimerait tendre vers ce magnifique complexe PQRST qui nous dit que la circulation de enfin plutôt l'activité électrique dans le cœur est parfaitement normale, donc il y a de grandes chances que l'activité mécanique du cœur soit normale. Bah, on sait tous un petit peu que on a. Pourquoi ma vidéo ne démarre pas? Bon, c'était une vidéo de, de perturbations. L'ECG nous donne de temps en temps des tracés de mauvaise qualité. Pourquoi? Bah parce que l'animal bouge, parce qu'un petit animal égale un petit signal électrique. On peut avoir des mauvaises positions d'électrodes qui tombent, qui se déplacent, ou alors à cause de la chirurgie, on n'a pas pu les placer correctement tels qu'on aurait aimé les avoir. Il y a des mauvais contacts avec la peau, on oublie de régler les filtres ou on utilise des appareils électriques aux alentours, le tapis chauffant, le pousse-seringue, le bistouri électrique évidemment. Tout ça, ça crée ces signaux de mauvaise qualité. Alors ça, c'est un signal qu'on a du mal à interpréter. Est-ce que c'est une tachycardie? Est-ce qu'il y a des troubles du rythme? Ça aussi, c'est un ECG qu'on a un petit peu de mal à interpréter. Est-ce qu'on a des complexes qui sont normaux? En fait, tout ça, c'est la même chose que le dernier que je vous mets en bas. Et c'est juste pour illustrer le fait que l'appareil doit être réglé pour optimiser le signal. Des mauvais signaux d'ECG sont souvent des mauvais réglages ou un mauvais choix de filtre et de réglage de l'appareil. Il faut apprendre à pianoter dans son ECG pour optimiser le signal, et c'est seulement quand on aura des beaux signaux comme celui de tout en bas qu'on pourra voir si notre rythme est sinusal et détecter des éventuelles anomalies. Attention à ce que l'appareil vous dit, parce que l'appareil peut vous donner des tracés et une valeur de fréquence cardiaque, comme ici dans cet exemple où on a une fréquence cardiaque de 61. Et puis, alors que finalement le signal n'a pas beaucoup changé, il vous dit: ah non, non, c'est pas 61, c'est une fréquence de 171. Et puis, quelques minutes après, il fait: non, non, je me suis trompé, c'est pas 171, c'est 92 finalement. Donc, attention à ce que l'appareil interprète du tracé ECG, parce que lui, il a des algorithmes, il reconnaît des QRS et il va en conclure une fréquence cardiaque, hein, mais ce n'est pas fiable, hein. Et avant de conclure à une tachycardie ou à une bradycardie d'embrayer sur des mesures éventuellement correctrices, comparez les valeurs. Il y a d'autres paramètres qui donnent la fréquence cardiaque. On a la fréquence de pouls donnée par la saturation, on a la fréquence donnée par la pression artérielle, et il est indispensable d'aller mesurer, d'aller comparer ces valeurs, hein, ou tout simplement faire un examen clinique et prendre le pouls pour conclure à une éventuelle tachycardie ou bradycardie, mais comparez bien les valeurs et ne vous laissez pas avoir par une interprétation de l'appareil. Alors, on va quand même voir quelques troubles du rythme qui sont alors
Celui-là, on le connaît, il est classique, hein, c'est la tachycardie sinusale. On a des complexes QRS qui sont parfaitement normaux, mais qui se succèdent avec une fréquence très élevée. Les causes possibles, on les connaît, c'est essentiellement les défauts de narcose, l'animal qui se réveille, ou les défauts d'analgésie, l'animal qui a des influx nociceptifs qui viennent lui titiller le thalamus. Il y a d'autres causes possibles à ces tachycardies que j'ai évoquées là, l'hypotension, l'hypoxie, l'hypercapnie. Tout ça, ce sont des causes possibles. Qu'est-ce que je dois surveiller? OK, il y a une variation là. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est embêtante? Je vais faire évidemment une mesure correctrice en fonction du choix que vous avez, en fonction de la liste que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais on ne va pas s'arrêter là. S'il y a une tachycardie, il y a peut-être une hypertension qui est associée. Elle va se régler quand j'aurai, par exemple, approfondi la narcose. Mais il peut y avoir une hypotension également. Si le cœur bat très très vite, eh ben, il va avoir du mal à se remplir entre deux battements. Et du coup, une tachycardie sinusale, elle peut se compliquer par une hypotension brutale. Donc, on ne reste pas que sur, tiens, il y a une tachycardie sinusale, on va aller regarder la pression artérielle en se disant, est-ce que cette tachycardie sinusale n'a pas de répercussion sur la pression artérielle? On va effectivement continuer un peu à regarder le rythme de cette, le rythme cardiaque pour voir s'il y a d'autres arythmies qui se mettent en place. Et toute cette tachycardie, c'est une demande d'oxygène qui est énorme pour le cœur, d'où l'importance de l'oxygénation. Et là, il faut vérifier que l'animal soit bien oxygéné. Et même s'ils sont sous anesthésie injectable, l'importance de l'oxygénation ici, surtout dans ce type de tachycardie, est primordiale. Alors, on va essayer, mais on ne va pas s'acharner, on va voir si notre sondage marche, hein, mais réfléchissez déjà. Pour vous, voilà une autre modification très fréquente de l'ECG. Comment s'appelle cette modification que je vous illustre ici? Est-ce que ce sont des ondes T géantes? Est-ce que c'est une extrasystole ventriculaire? Est-ce que vous avez ici une fibrillation atriale ou alors un bloc auriculo-ventriculaire? On va noter que la fréquence cardiaque est à 62. C'est un critère assez intéressant pour l'apparition de cette arythmie. Mes flèches ici indiquent les ondes P qui sont suivis pendant 4 complexes par un QRS. Et puis au milieu, là, la deuxième flèche, vous avez une onde P qui, elle, n'est pas suivie par un QRS. Une onde P isolée, comme si l'activité électrique était partie des oreillettes, mais n'était pas allée vers les ventricules, avait été bloquée entre l'oreillette et le ventricule et n'avait pas été à l'origine d'une contraction, enfin n'avait pas atteint le ventricule, donc probablement pas de contraction ventriculaire. C'est bien un bloc auriculo-ventriculaire. Et ça, je l'ai dit, la fréquence cardiaque est intéressante parce que les blocs auriculo-ventriculaires, on va les voir très souvent, et on va les voir très souvent quand on va avoir des bradycardies, et ils vont se résoudre très souvent tout seul quand la bradycardie aura cessé et qu'on va avoir de nouveau une fréquence cardiaque plus élevée. Et en tête de liste, je vous ai mis les alpha-2 agonistes. Tous les traumatismes, souffrances, hypoxie cardiaque peuvent être à l'origine de blocs et puis d'extrasystole, on va voir. Mais ce bloc auriculo-ventriculaire, on va le voir très souvent avec les alpha-2. Ah, d'accord, je constate qu'il y a un bloc. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la variation, les autres variations auxquelles je peux penser et que je dois surveiller? Ben, s'il y a un bloc, il y a potentiellement une contraction ventriculaire qui ne se fait pas. Donc, si cette contraction ventriculaire ne se fait pas très souvent,
on peut imaginer qu'effectivement, on va avoir un problème de circulation de sang. Donc là, quand on constate un bloc auriculo-ventriculaire, on va noter leur présence et puis on va surtout noter leur fréquence, noter la fréquence cardiaque parce qu'on sait que euh, quand la fréquence cardiaque va augmenter, ces blocs vont disparaître spontanément. Mais surtout, pour juger de la gravité de ce bloc auriculo-ventriculaire, je vais avoir les yeux rivés sur la pression artérielle et je vais me dire, mais finalement, est-ce que ces blocs auriculo-ventriculaires ont des répercussions sur la pression artérielle? Est-ce que finalement le cœur arrive néanmoins à faire circuler le sang ou pas? Et ça, c'est la pression artérielle qui va me le dire. Donc quand on ne va pas se contenter juste de regarder le bloc sur le CG, mais on va également compléter l'information du bloc par ses conséquences. Est-ce qu'il y a une chute de pression artérielle et est-ce qu'il faut intervenir pour essayer de corriger ce bloc auriculo-ventriculaire? Et puis là aussi, importance de l'oxygénation. Pourquoi? Dans ce cas-là, on peut craindre effectivement l'hypotension, donc la distribution moindre de sang, autant que ce sang soit chargé en oxygène pour néanmoins remplir son rôle et éviter l'hypoxie des tissus. On peut voir avec finalement les mêmes causes que j'ai évoquées, toutes les hypoxies, les traumatismes cardiaques, les traumatismes thoraciques, on peut voir des blocs auriculo-ventriculaires. Celui qu'on voit aussi très souvent, c'est les extrasystoles. Et on va avoir un raisonnement qui est un petit peu similaire. OK, je vois que ce soit sur le CG en haut à droite ou sur mon graphe, on voit un complexe qui, qui est un complexe ventriculaire, des gros complexes comme ça, c'est des complexes ventriculaires. C'est drôle, il n'y a pas d'onde P avant. Il y a une onde T, mais il n'y a pas d'onde P. Comme si en fait le ventricule s'était contracté tout seul et qui n'a pas fait suite à une onde provenant de l'oreillette. C'est effectivement une extrasystole. Alors, on va en voir des extrasystoles isolées comme ça, des extrasystoles bigéminées, ou alors parfois même des trains d'extrasystoles. Les causes, on peut garder à l'esprit quand même que des fois ça arrive et qu'on n'a pas d'explication. On peut en voir sur des animaux parfaitement en bonne santé. Ça peut être la peur, le stress, l'exercice, une prédisposition, on ne sait pas. Mais on peut en voir sans que ce soit, sans qu'il y ait une cause sous-jacente comme les autres que j'évoque, et en particulier les hypoxies, les traumatismes et les acidoses. Cette Là, on peut voir carrément une salve et on peut se dire que dans cette salve de tachycardie, d'extrasystole ventriculaire avec une fréquence de 180 battements par minute, on va être strictement dans la même situation que la tachycardie ventriculaire. Les ventricules vont se contracter à toute vitesse, ne vont pas prendre le temps de se recharger et là aussi, fortement, on va craindre la chute de tension artérielle. À ne pas confondre avec un autre trouble du rythme qui est beaucoup moins embêtant, mais qui est tout aussi ventriculaire. C'est en fait des extrasystoles ventriculaires, mais qui arrivent par salve comme ça, mais avec une fréquence beaucoup plus basse, inférieure à 100 battements par minute. Elles ne sont pas précédées d'ondes P, ce sont donc bien des extrasystoles ventriculaires, mais là, le temps entre deux contractions permet largement au ventricule de se charger. Ça, c'est ce qu'on appelle des RIVA, des rythmes idioventriculaires accélérés. Ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est une tachycardie, c'est une arythmie ventriculaire, mais qui maintient très probablement parfaitement la pression artérielle par rapport à la tachycardie ventriculaire, où là, la fréquence cardiaque est tellement élevée qu'il va y avoir une chute de la précharge. Dans un cas, je m'inquiète, dans l'autre, je surveille. Donc, vous l'avez bien compris, de la même manière que les blocs auriculo-ventriculaires, on les note, on les évoque, on dit j'en ai vu, il y en a, on les surveille, et puis on a les yeux rivés sur leur
conséquences. On ne traite pas un ECG. Un ECG est une information, on ne va pas traiter un ECG. On va traiter les conséquences de cette arythmie et dans notre cas particulier, la pression artérielle, est-ce qu'elle a chuté ou pas? Et toujours, vous avez bien compris que j'insiste un peu sur cette oxygénation. L'oxymétrie, comment varie l'oxymétrie? Quelles sont les variations fréquentes? Alors, je suis sûr que la première à laquelle vous pensez, c'est l'anomalie la plus courante, j'ai pas de signal ou je perds tout le temps le signal. Ça, c'est vraiment la cause la plus flagrante. Alors, on a tendance tout de suite à se jeter sur la pince et à essayer de la replacer. Moi, je vais inverser un petit peu le raisonnement et je vais passer vers les causes les plus critique plutôt que la cause technique qui, je sais, je suis d'accord, est souvent la plus fréquente. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que bah, si on perd un signal, c'est peut-être qu'il y a un problème, hein. Donc, bah, si je perds un signal d'oxymétrie, bah, il faut quand même que je sois sûr que j'apporte de l'oxygène. Est-ce que je j'ai pas un souci peut-être d'apport d'oxygène, dans mon oxybox, un tuyau qui n'est pas branché? Donc ne négligeons pas le fait que c'est peut-être un signal, ju parfaitement justifié. Et puis, avant de replacer aussi la pince, bah, il faut aussi c'est peut-être l'animal qui ne ventile pas correctement, qui n'a pas d'activité ventilatoire ou une activité ventilatoire pénible. Est-ce qu'on n'a pas posé, une quelque chose sur son thorax qui gêne la ventilation? Donc on va regarder ça aussi. On peut regarder du coup d'autres paramètres, hein, qui soient cliniques, hein, comme la respiration, la fréquence, les mouvements ou l'auscultation. Et on peut également regarder la capnométrie, la capnographie, pour s'assurer que cette ventilation est efficace. Qu'est-ce qui gênerait un peu le passage de l'oxygène dans le sang? Bah, c'est vrai, la barrière alvéolo-capillaire, est-ce que cet animal n'est pas en œdème pulmonaire? Alors il y a plein d'autres causes possibles qui sont les espaces morts ou les chintes. Bon, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on a on peut garder à l'esprit le fait que cette barrière alvéolo-capillaire peut être abîmée et peut gêner le passage de l'oxygène. Et puis, on va arriver aux causes progressivement les plus fréquentes, mais finalement, est-ce que j'ai une activité pulsatile périphérique? OK, le cœur bat, l'animal respire, mais est-ce que la pression artérielle est telle qu'elle va fournir une activité artérielle, capillaire, périphérique, détectable par l'oxymétrie? Si vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois, c'est ça. L'oxymétrie, il a besoin d'une activité pulsatile périphérique. Si l'animal est en hypotension, vous n'aurez pas de saturation pulsée. Si vous utilisez un alpha-2, vous allez perdre momentanément la saturation pulsée, c'est normal. Si vous avez une déficience de médicaments de la douleur, si vous avez une nociception, bah, qu'est-ce qui se passe? On a immédiatement une vasoconstriction périphérique. Donc si l'animal, entre guillemets, a mal, puisqu'il dort, et puis s'il a mal, on va perdre l'oxymétrie. S'il est en hypothermie, on va perdre l'oxymétrie. Donc plutôt que d'essayer de replacer le capteur, on peut là aussi se poser des questions sur d'autres paramètres. Et enfin, effectivement, il y a un problème technique. On les connaît, c'est la sécheresse de la muqueuse. Est-ce que j'ai pas écrasé la langue par une pince un peu forte qui reviendrait du coup à diminuer l'activité pulsatile? Est-ce que j'ai pas trop de lumière ambiante? Est-ce qu'il ne faut pas que je mette un petit champ sur le capteur? Ou à l'inverse, si vous vous souvenez ce qu'on a vu, est-ce qu'il ne faut pas mettre une petite compresse pour, heu, pour diminuer la saturation du récepteur, la compresse autour de la langue et le capteur au-dessus pour, diminuer la saturation du récepteur et améliorer le signal. Donc, c'est vrai qu'on raisonne souvent du bas vers le haut, mais ne gardons à l'esprit quand même les informations que donne cette saturation.
Petit élément très intéressant que moi j'aime bien, même s'il y a peu de publications et en médecine vétérinaire là-dessus, moi j'aime bien regarder la courbe. On le fait peu, mais cette courbe est intéressante. Cette courbe, vous la connaissez, on l'a décrit, c'est ce pic qui correspond à la systole, suivi par une petite onde dicrote qui survient à peu près à mi-chemin de la descente ou 30% de la descente. Ça, c'est l'onde de plétismographie normale. Quand on va avoir, par exemple, une vasoconstriction, bah, qui dit vasoconstriction dit qu'il y a moins de sang qui va circuler. Donc, en fait, l'amplitude de l'onde de plétismographie va chuter. C'est ma petite flèche vers le bas. Cette onde va chuter et on va obtenir un petit signal. Donc, si vous démarrez une chirurgie avec un beau signal de plétismo et que au bout de quelques minutes de chirurgie, bah, vous voyez que l'onde a une amplitude beaucoup plus basse, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une vasoconstriction? Est-ce que les premières stimulations chirurgicales ne sont pas nociceptives et que du coup on a une vasoconstriction périphérique qui a fait chuter le débit de sang, donc qui aurait pu entraîner cette baisse d'amplitude. Et à l'inverse, bah, une vasodilatation, ça va provoquer aussi un afflux plus important de sang et donc finalement une onde plus importante. On a peut-être naïvement l'impression qu'une grande onde, c'est un bon signe, mais c'est peut-être aussi, surtout si l'onde dicrote disparaît, comme me l'indique ma petite flèche rouge, surtout si l'onde dicrote disparaît, et ben une grande onde comme ça, bah, ça peut être aussi un signe de vasodilatation. Et puis quand on passe sur le même tracé d'une petite onde à une grande onde, et puis une petite onde et une grande onde, ça, c'est des signes aussi d'hypovolémie. C'est des remplissages qui sont complètement aléatoires, qui passent plus ou moins bien, plus ou moins bien. Et ça c'est un signe de problème de remplissage vasculaire. Et on peut faire un test de remplissage, on en parlera, pour voir si ça corrige ça. Donc, entraînez-vous, essayez de regarder un petit peu ces variations d'amplitude de courbe qui sont très intéressantes et qui peuvent éveiller l'esprit sur d'autres éléments à regarder, tiens, et se poser des questions. Est-ce que je ne devrais pas augmenter mon analgésie ou la profondeur peut-être de l'anesthésie? SPO2, ça prend toute sa valeur en anesthésie injectable quand on ne supplémente pas en oxygène. Là, il faudrait quand même systématiquement placer la pince parce que autant quand on donne de l'oxygène, il y a peu de chances que ça bouge, sous oxygène, d'autant plus sous oxygène à 100%, autant quand on ne donne pas d'oxygène, on a beaucoup plus de risques que la SPO2 chute. Et quand on utilise la SPO2 en anesthésie volatile, ça prend tout son intérêt au moment du sevrage de l'oxygène. Et je vous invite vraiment à faire ce petit test en fin d'anesthésie. Quand vous arrivez en fin d'anesthésie, je vous propose vraiment de sevrer l'animal d'oxygène et de regarder si pendant 5 minutes, il arrive toujours à maintenir sa saturation. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un animal qui ne peut pas être sevré de l'oxygène. Ça, on le voit beaucoup avec les brachycéphales qui ont du mal à reprendre leur capacité ventilatoire, qu'on a peut-être souvent tendance à sevrer de l'oxygène un peu vite. Et quand on fait le sevrage d'oxygène, si on prend le temps, quelques minutes, de laisser néanmoins la pince, eh ben, on peut constater souvent que cette saturation chute, chute, chute. Et on peut se dire, zut, il est trop tôt pour sevrer l'animal de l'oxygène. Je veux attendre qu'il ait récupéré une activité ventilatoire meilleure. J'attends encore. La capno. La capno, alors, il y a énormément de variations de capno, que ce soit en chiffres ou que ce soit en graphes. On éliminera d'abord les problèmes techniques.
Hein, est-ce que si on n'a pas de signal, est-ce que le capnot est branché? La tubulure est très fine et s'obstrue aisément par de l'humidité. C'est du matériel à usage unique que nous, on réutilise évidemment, mais ça se charge en humidité. L'humidité bouche en quelque sorte la capnot et vous n'avez pas de signal ou vous avez un mauvais signal. J'entoure en rouge l'endroit où régulièrement la tubulure se plie, se casse, se perce. Vous avez certains appareils qui ont des filtres à eau qui se remplissent et qu'il faut vider de temps en temps. Et je rappelle qu'un capnographe, ça se calibre et que vous devez avoir une fonction de calibration sur votre capnographie, sur votre capnographe, où de temps en temps, quand vous avez des valeurs anormales, eh bien, c'est bien de calibrer. Vous lancez la fonction, l'appareil va prélever de l'air ambiant et il va se dire, OK, ça, c'est donc quand il n'y a pas de CO2. Et donc, il va repartir à partir de là et mesurer des valeurs beaucoup plus fiables sur les suivants. Donc, trouver la fonction calibration, c'est quelque chose d'important. Et puis après, il va falloir comprendre pourquoi on a une modification de la capnographie et se souvenir de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire les, les facteurs qui contribuent à diminuer le gaz carbonique expiré. Tout d'abord, c'est un petit peu ce qu'on a vu, est-ce que l'animal est en hypothermie ou en hyperthermie? En hypothermie, bon, on va avoir une chute de la capno, évidemment, il n'y a plus de métabolisme. En hyperthermie, c'est l'inverse. On va avoir un hypercatabolisme et donc des modifications de capno invitent à aller surveiller de près la température. Est-ce que c'est des transports de gaz? Effectivement, quand on a une capno qui est basse, on peut penser immédiatement à une hypotension et surtout quand cette capno chute rapidement. Je vous donne un exemple. Non, je ne vais pas vous donner l'exemple parce que ça fait partie des cas cliniques que je veux utiliser la prochaine fois. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans 3 semaines. Mais euh, une hypotension va faire que le sang ne va plus circuler en direction du poumon. Donc, ça va faire chuter le gaz carbonique expiré, tout simplement. De la même manière que pour l'oxygène, est-ce que c'est pas au niveau des échanges alvéolo-capillaires que le problème se situe? Et donc là aussi, on pourrait avoir des choses comme des œdèmes ou peut-être des pneumothorax. Un pneumothorax pourrait avoir ce type de conséquences sur la capnographie. Est-ce que les modifications de capnographie viennent de la ventilation? Un animal qui hyperventile va éliminer son CO2 en très grande quantité, ce qui fait qu'il n'aura plus de CO2. Donc, le CO2 va chuter. Un animal qui ne ventile beaucoup moins bien, l'hypoventilation, c'est un animal qui va accumuler du CO2 dans son corps. Et à chaque fois qu'il va respirer, à chaque fois qu'il va expirer, on va se dire, mais dis donc, il y a beaucoup de CO2 là-dedans. Tout simplement parce que il accumule, il accumule, il accumule. Et à l'examen clinique, peut-être qu'on verrait que sa ventilation, elle est vraiment difficile, lente, gênée. Et puis, la capno vous donne énormément d'informations sur les réglages d'anesthésie. Est-ce que mon débit d'oxygène est insuffisant ou trop élevé pour les circuits non réinhalatoires? Est-ce que la chaux est usée? Est-ce que les valves sont abîmées? Je vais vous donner euh, un exemple. Euh, c'est ce que je vous disais, effectivement, en capnographie, on a des anomalies de valeur, mais également des anomalies de forme. Alors, on ne peut pas prendre tous les exemples aujourd'hui, mais voyons ce capnographe, ce capnogramme et ce capnographe également. Dans cette situation que je vous montre là, quelle est la cause la plus probable de cette hypocapnie? Vous voyez qu'on est à 24, c'est le grand chiffre, c'est le CO2 qui est expiré.
Normalement, la valeur serait entre 35 et 45, bien qu'on accepte un peu plus haut en anesthésie. Pourquoi, chez cet animal, on a une chute comme ça de la capnie? Est-ce qu'il est en hypothermie? C'est le plus probable. Est-ce que le plus probable est qu'il est en hypothermie? Est-ce qu'il réinhale du CO2? Est-ce qu'il hyperventile? Ou est-ce que, en fait, c'est mon réglage qui est mal fait et j'ai mis un débit d'oxygène beaucoup trop élevé? Et on va enchaîner. Alors, est-ce que le plus probable est qu'il soit en hypothermie? Oui, alors l'hypothermie expliquerait qu'il soit à 24, mais c'est pas le plus probable, hein. Est-ce qu'il réinhale du CO2? Ah oui, je vois très bien qu'il réinhale du CO2, puisque la courbe de base ne revient pas à 0. L'appareil me dit même que l'animal respire 11 millimètres de mercure de CO2. Mais est-ce que c'est la cause probable de l'hypocapnie? Ben non. S'il respire du CO2, au contraire, ça devrait venir s'accumuler au CO2 qu'il expire déjà. Donc, je m'attendrais plutôt à avoir une hypercapnie, donc ce n'est pas le cas. Est-ce que le débit d'oxygène est trop élevé? Oui, c'est possible en circuit non réinhalatoire. Si je mets un débit d'oxygène trop élevé, je gaspille de l'isoflurane, c'est certain. Et en plus, j'empêche la machine de faire une mesure correcte de CO2 puisque mon débit d'oxygène va emporter le gaz expiré avant que l'appareil ait eu le temps de le mesurer. Donc, on peut avoir des débits des CO2 trop bas, mais là, évidemment, l'animal est en hyperventilation. Il est à une fréquence cardiaque de 84, il respire comme un fou, il n'a même pas le temps d'éliminer ce qu'il expire, que hop, il l'inspire tout de suite, c'est la réinhalation. Et il expire tellement, tellement, tellement de CO2 qu'il n'en a plus et qu'il est à 24. Et lui, il a de grandes chances de faire une apnée une fois qu'on aura arrêté de tirer sur le pédicule ovarien, puisque probablement que c'est ce qui se passait dans ce cas-là. La pression artérielle. Alors, la pression artérielle, dernier paramètre qu'on va voir, j'ai commencé par les problèmes techniques. Les variations courantes de pression artérielle peuvent être liées à des brassards inadaptés ou des brassards qui glissent. Je vous montre ici deux exemples, le même chien. À gauche, j'ai mis un brassard trop grand. À droite, j'ai mis un brassard probablement de sa taille, adapté à sa taille. Vous voyez que dans un cas, il est limite en hypotension, c'est à gauche. Limite en hypotension, je vous rappelle que sur des valeurs absolue, on parlerait d'hypotension si la pression moyenne, donc qui est là à 62, elle descend en dessous de 65-60, on peut parler d'hypotension. Donc là, je peux me dire, oula, il est en hypotension. Ben non, pas vraiment, parce que quand je lui mets un brassard de taille normale, ou quand je vérifie ici, par exemple, toujours le même chien, quand je vérifie avec le PetMap dans ce cas-là, bah, je me dis, bah non, c'est normal. Mais un brassard qui glisse peut très bien, il est correctement placé au niveau de l'avant-bras, et puis en cours de chirurgie, hop, il glisse vers le poignet. D'un seul coup, vous allez avoir une hypertension ou une hypotension, et vous allez vous dire, bah zut, faut réagir tout de suite. Non, il faut regarder si on n'est pas face à un problème technique et on va peut-être replacer le brassard. J'interviens rarement sur une première valeur. Quand il y a une valeur anormale de pression artérielle, la première chose que je fais, c'est que je la reprends. Éventuellement, je change de site de prélèvement, mais sur une valeur, on va rarement intervenir. Je vous rappelle comment on va raisonner cette pression artérielle. Eh bien, il est moi, je vous recommande vraiment de la noter le plus tôt possible en début de chirurgie et évidemment avant les premières stimulations chirurgicales.
une fois que l'animal s'est stabilisé dans son anesthésie, je vous propose de la noter et de 2-3 fois et de dire: «OK, ça c'est ma pression artérielle initiale». Si elle augmente de 15-20, je suis en droit de parler d'hypertension. Si en revanche, si elle chute au cours de la chirurgie de plus de 15-20, je suis en droit de parler d'hypotension. C'est assez, enfin, c'est fiable et s'affranchit un petit peu des comment dire? De la fiabilité de certains appareils, hein. Je m'ex Enfin, ce que je veux dire, c'est que même si les appareils, oscillométriques ne sont pas tous aussi performants qu'une mesure invasive, hein, et ben, en se référant à une valeur relative, on arrive à raisonner de manière assez précise l'hyper ou l'hypotension. Le Encore faut-il se demander après, pourquoi cette pression artérielle a bougé? Et là, il faut se rappeler que cette pression artérielle, elle dépend de 3 choses et pas plus, hein. Fréquence cardiaque, la puissance d'éjection du cœur et la vasodilatation ou vasoconstriction périphérique. À chaque fois qu'on aura une modification de pression artérielle, on se dira: «Est-ce que c'est la fréquence cardiaque? Est-ce que c'est le cœur en lui-même? Est-ce que c'est les résistances périphériques?» En hypotension, si j'ai une hypotension, bah, la fréquence cardiaque, je vais regarder cette hypotension, est-ce que c'est pas lié à la bradycardie? Vous pouvez avoir une bradycardie sous alpha 2, ça peut descendre à 40, 45, mais tant que la pression artérielle est maintenue, j'ai aucune raison d'aller jouer, augmenter cette pression artérielle. Tout va bien. Cette baisse de pression artérielle est compensée par d'autres mécanismes, et j'ai pas besoin d'agir. En revanche, si cette hypotension est liée à une bradycardie, le fait d'agir sur la bradycardie a de grandes chances de relever l'hypotension. Si c'est pas la bradycardie, je peux me demander, bah, est-ce que c'est pas un chien qui a un problème cardiaque, qui a une insuffisance cardiaque et est-ce qui, ou peut-être, même sans parler d'insuffisance cardiaque, il a peut-être une maladie mitrale, mais il a peut-être aussi des arythmies qui sont apparues. Est-ce que c'est pas vers ça qu'il faudrait que j'aille voir? Est-ce qu'il n'y a pas des extrasystoles ventriculaires en salve? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille calmer ces extrasystoles ou que j'aille renforcer l'activité cardiaque pour corriger l'hypotension? Et puis dernière chose, les résistances. Est-ce que cette hypotension-là qui s'est installée, OK, il n'y a pas de il y a pas de bradycardie, il n'a pas de maladie cardiaque, mais pourtant il est en hypotension. «Ah, mais oui, mais j'utilise beaucoup de médicaments qui provoquent des vasodilatations périphériques et le premier en tête de liste des responsables des hypotensions, c'est quand même l'isoflurane, hein. L'isoflurane qui va faire des vasodilatations périphériques et on se retrouve avec, bah, une chute de tension liée à l'accumulation d'isoflurane et c'est peut-être sur celui-là qu'on va essayer de jouer. Dernière petite question. Tiens, parmi les propositions suivantes, quelle mesure immédiate vous semble parfaitement justifiée face à une hypotension d'un animal sous anesthésie? Alors, quelle mesure parmi les propositions suivantes, hein, bien sûr, je ne suis pas, enfin, la situation clinique serait à expliquer, mais là, parmi ces propositions suivantes, la première chose qui vous semble nécessaire, vous avez une hypotension, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez l'isoflurane, vous augmentez le débit d'oxygène, vous ventilez l'animal ou alors vous augmentez le débit de perfusion à 10 millilitres kilo-heure. On va dire que cet animal, il est normal, hein, il n'y a pas de maladie particulière, mais il a une hypotension. Alors, on va commencer par le bas. Est-ce que j'augmente la perfusion à 10 ml kilo? Il est peu probable que si je passe de 5 à 10 ml kilo/heure, je modifie rapidement une hypotension.
on verra comment corriger des hypotensions, mais il est peu probable que ça corrige l'hypotension à ce débit-là. Donc, c'est pas cette mesure-là qui me semble parfaitement justifiée. L'hypotension, c'est une urgence, je veux aller vite. Et augmenter la perfusion à 10 ml/kH, ça ne va pas être très rapide. Est-ce que je veux ventiler? Il est en hypotension, est-ce que je veux le ventiler? Oula, non, mais probablement pas, parce que la ventilation, on verra, ben, une des complications très, très, très probables, c'est l'hypotension. Ça, on le verra aussi la prochaine fois. Alors, OK, ben, j'augmente le débit d'oxygène. Mais ça changera quoi? C'est pas parce qu'on augmente le débit d'oxygène que l'animal va d'un seul coup mieux respirer et corriger une hypotension. Non, ça ne changera rien du tout d'augmenter le débit d'oxygène. Non, bah, une mesure parmi les propositions suivantes, heu, quand on a une hypotension et que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la première mesure à prendre, c'est évidemment de diminuer l'isoflurane. L'animal est en hypotension, je ne sais pas si vous avez déjà fait des hypotensions, mais on s'évanouit. Donc il est déjà évanoui sur la table. Il n'a plus besoin d'isoflurane pour rester évanoui sous la table. C'est schématique, hein, bien sûr, c'est une image, mais moi, ça m'aide à comprendre certaines situations. Donc, face à une hypotension, le premier réflexe, on diminue le pourcentage d'isoflurane. Face à une hypertension, bah, c'est un petit peu plus simple, hein. On va avoir exactement le même raisonnement. On a une augmentation de 20 de la pression artérielle d'origine. Est-ce que c'est la fréquence cardiaque? Donc, est-ce qu'on n'est pas parti en tachycardie? Est-ce que c'est le volume d'éjection systolique? Bah oui. Est-ce que le cœur n'est pas parti en augmentant son inotropisme? Ou alors, est-ce qu'on n'a pas une vasoconstriction périphérique? Tout ça, ce seront les signes très probablement de l'animal qui se réveille ou du défaut de narcose qu'on va avoir et qui affole le système sympathique et qui provoque ces conséquences. Donc là, effectivement, bah, l'examen clinique nous dictera notre conduite. Parce qu'effectivement, face à ces 3 modifications, eh ben, il faut comment je vais répondre à ma question? Si Attendez, et si c'est un défaut de narcose, bah, je vais voir des réflexes protecteurs réapparaître. Je vais avoir une mâchoire bien 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 tonique, des réflexes, palpébraux qui vont revenir, un œil, qui va se recentrer. Enfin, vous connaissez les signes de Snow et à ce moment-là, je sais que je vais augmenter plutôt l'isoflurane, pas à 5, hein, pas à 4, probablement, bah, non, c'est parce que on a un risque d'hypotension qui va être énorme, mais on va augmenter un petit peu, voire un petit bolus de propofol rapide sera tout à fait indiqué pour approfondir cette narcose. Ou alors les signes de Snow sont parfaitement normaux, avec l'œil basculé, l'absence de réflexes palpébraux, une mâchoire très légèrement tonique. euh, bah, à ce moment-là, l'animal, bah non, il n'a pas besoin de narcose, il n'a pas besoin d'hypnotique. C'est une stimulation sympathique qui est à l'origine de cette hypertension. Et à ce moment-là, je vais plutôt aller sur les agents analgésiques puissants et rapides. Et là, on n'en a qu'un seul en médecine vétérinaire, c'est le fentanyl, où là, effectivement, on va sauter sur le fentanyl. La morphine, la méthadone mettrait tellement de temps à agir que ce n'est pas vraiment des morphiniques de secours, mais vraiment le fentanyl trouve là toute son indication. Et pour les raisons qu'on a évoquées, bah, je vais quand même également surveiller la pression artérielle et surveiller le CG pour, pour m'assurer que ça ne se complique pas, que cette hypertension ne se complique pas de troubles du rythme. Voilà, donc c'était bien dense, on a tenu comme convenu en 1 heure.
Je pense qu'il doit y avoir un grand nombre de frustrations parce qu'évidemment, toutes les situations ne peuvent pas être évoquées, en particulier pour la CAPNO. Je sais qu'on peut passer 1 heure à avoir les modifications de CAPNO. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est que je vais prendre des cas pratiques et on va, face à des situations, on va de nouveau passer d'un paramètre à l'autre et on va même enchaîner vers les mesures correctrices. On va aller un petit peu plus dans le détail de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour corriger tout ça. Je serais ravi de répondre à vos questions et j'en profite aussi pour vous dire que bah, effectivement, 1 heure, c'est court, mais Bestinvet, qui est comme Yveline l'a rappelé, est un organisme de formation où on fait de l'anesthésie en grande partie. Donc, s'il y a des thèmes que vous souhaitez, s'il y a des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire, je vous invite vraiment à me contacter. On fait essentiellement des formations sur mesure, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de catalogues, euh, de catalogues ou de formation en étagère, parce que mon souhait a toujours été de faire des formations adaptées aux attentes des vétérinaires. Donc, c'est vraiment à la suite d'échanges qu'on monte nos formations sur mesure et que je peux vous proposer quelque chose d'adapté de manière récurrente. On a des formations monitoring pour les ASV ou des formations monitoring anesthésie volatile pour les vétérinaires, ventilation. Ça, on a dans les tiroirs. Mais si vous souhaitez des choses vraiment particulières, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, Yveline, je vous relaisse la parole. Je vais arrêter le partage, hein. Si je retrouve, voilà. Ah bah, je vais en profiter pour, hop là, moi j'ai perdu la main du coup, voilà. Je vous remercie déjà tout d'abord Stéphane de cette présentation. J'imagine que là vous voyez mon écran avec les Absolument. formations, le récapitulatif des formations. Hem, alors nous avons quelques questions. Hem Je vais juste, excusez-nous pour le tâtonnement, mais en fait, je pense que je vais être obligée de procéder comme ça. Alors, je pense que tout le monde voit les questions, mais je vous les pose. Nous avons donc 3 questions, dont la suivante: «Sur un moniteur, j'ai l'impédance sous la courbe de PCO2. Cette courbe a l'air d'évoluer avec la respiration, mais à quoi sert-elle?» Ah, c'est de l'impédance. Qu'est-ce que vous appelez l'impédance? Alors là, c'est moi qui ai un est-ce que c'est pas la il faudrait peut-être me faire une copie d'écran, là, je vous invite vraiment à, je peux vous si vous m'envoyez une copie d'écran, je peux peut-être vous répondre. Là, j'ai un petit doute, sur, ce que vous appelez l'impédance. Heu, je vous mets un Ah, mail dans le chat. OK. Je vais est-ce que c'est pas la fréquence cardiaque donnée par le parce que c'est la seule impédance que je vois, la fréquence respiratoire donnée par l'ECG? Quand vous mettez l'ECG en place, le à chaque respiration, les électrodes se séparent les unes par rapport aux autres et l'appareil enregistre la variation d'impédance et en conclut une fréquence respiratoire et vous fait une courbe qui représente cette variation d'impédance et cette fréquence respiratoire. J'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand-chose dès l'instant où on a la capno, si c'est ça. Et moi, j'ai tendance à systématiquement l'effacer et ne pas l'afficher parce que ça ne m'apporte pas énormément d'éléments euh, le- supplémentaires. Donc, je pense que c'est peut-être ça ce à quoi vous pensez. Alors écoutez, je vais passer à la question suivante si vous voulez bien. En dessous de quelle valeur de SPO2 voit-on cliniquement une cyanose sur un animal non anémié? Alors, il y a plein d'informations dans cette question. C'est très intéressant de parler de l'animal anémié et non anémié parce que qu'on soit anémié ou non anémié,
on peut avoir strictement la même SPO2. Les 2-3 globules rouges qui resteraient à un animal anémié peuvent être parfaitement gavés d'oxygène. La saturation vous donnera une valeur normale et néanmoins l'animal sera en carence d'oxygène parce qu'il c'est pas un apport d'oxygène dont il a besoin, mais c'est un apport d'hémoglobine, donc de transfusion. En dessous de quelle valeur de SPO2 est-ce qu'on voit cliniquement une cyanose? Alors, la cyanose est quelque chose de très tardif et la saturation va la SPO2 va vous le donner beaucoup plus précocement. Je crois que la cyanose est visible à partir d'une SPO2 de 60 ou 70 je crois, de mémoire. Donc, on considère qu'il va y avoir une désaturation à partir de 95% de SPO2. Donc, vous voyez que la cyanose clinique va vous donner cette information extrêmement tardivement. Alors, il y a une troisième question. Pourquoi une apnée après la chute de CO2? Ah, ça, c'est très intéressant comme question. Alors, je pense qu'on l'a tous vu. Les animaux qui partent en tachypnée parce qu'on a tiré sur les pédicules ovariens, ils font une apnée après. C'est très classique. Pourquoi? Parce que justement, ils ont respiré comme des fous et éliminé le gaz carbonique comme des fous. Donc, ils se retrouvent avec plus de gaz carbonique dans le corps. Or, qu'est-ce qui nous fait respirer? Qu'est-ce qui nous donne l'envie de respirer? C'est l'accumulation de CO2. Quand je fais une apnée, je vais retenir ma respiration 3-4 minutes. Et puis, au bout de 4 minutes, je vais avoir envie de respirer, mais énorme. Mais ce n'est pas du tout parce que je manque d'oxygène. Si je me mets une saturation, ma saturation, elle est parfaitement normale. Elle va commencer à bouger à partir de 5 minutes. Mais à 4 minutes, ma saturation, elle est normale. Mais cette envie irrépressible de respirer, c'est l'accumulation de CO2. Donc, si l'animal a fait une hyperventilation et qu'il n'a plus de CO2, il n'a plus de raison de respirer puisqu'il n'a plus aucun signal qui vienne dire au cerveau «Eh oh, faut respirer là». Ce qui est un petit peu dommage. Une autre question pour le sévoflurane, quel impact sur la tension? Alors, strictement la même chose que l'isoflurane. Ils sont tout aussi vasodilatateurs l'un que l'autre. Il n'y a aucune différence de raisonnement à avoir entre l'isoflurane et le sévoflurane en ce qui concerne la vasodilatation périphérique et les risques de pression artérielle, donc d'hypotension. Le sévoflurane a son intérêt dans son odeur, dans son élimination rapide, etc. Mais au niveau de la pression artérielle, c'est strictement la même chose. OK. Je peux répondre à quelqu'un, excusez-moi. Hop là, voilà. Ah bon, voilà, il a répondu. Eh beh, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'en vois pas d'autres. Non, je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute façon, Stéphane, je vois que vous avez mis votre adresse mail dans la zone de chat. Donc si vous avez des questions, peut-être après coup, j'imagine que les participants peuvent vous contacter directement. Je peux repartager quelques secondes mon écran parce que le confrère qui m'a posé la question de l'impédance m'a fait partager une copie d'écran. Ah super, OK. Si vous avez le temps, hop, on va regarder ça ensemble. Alors, est-ce que c'est bon là? Oui, oui, oui. Donc effectivement, ça c'est la fréquence respiratoire qui va être donnée par l'ECG. Donc déjà, vous ne pouvez avoir ce signal d'impédance que si l'ECG est branché et ça va vous donner une courbe qui est en fait les mouvements respiratoires de l'animal
enregistrée par les électrodes de l'ECG qui se séparent et se rapprochent et se séparent et se rapprochent. Et cette modification d'impédance s'illustre en fait par une courbe et une fréquence respiratoire. Donc, si vous avez la capno, bah, c'est pas une information supplémentaire. Donc, quand on a la capno, moi je l'efface, puisque la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire est donnée par la capno et la courbe m'apporte finalement peu d'informations. Quand on n'a pas la capno, ça peut être intéressant de l'avoir à l'esprit, puisqu'on a du coup cette fréquence respiratoire qui s'affiche. Et on voit, en suivant l'activité de la courbe, on peut en déduire une amplitude respiratoire. Donc ça peut avoir un petit intérêt si on n'a pas la capno. Donc mon confrère. Ah bah tiens, je vois Il vous mon répond. confrère dit, Mmh. mais le plus souvent j'utilise l'ECG œsophagien, donc aucun intérêt aussi du coup, bah voilà. Bah, si vous avez la capno, non, moi je crois que ça a pas énormément d'intérêt. J'ai l'impression que sur votre copie d'écran, on voit la capno, donc le CO2, donc je pense que ça a pas plus d'intérêt que ça. OK, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Donc, je vais juste me permettre, pour conclure rapidement, de partager mon écran, voilà. Pour, remercier, tous les participants, vous remercier à nouveau Stéphane de votre, intervention et vous donner rendez-vous donc le 12 avril prochain. Je vous le montre ici, c'est la page formation de notre site web. Donc si vous souhaitez vous inscrire, pour participer donc à cette, 3e session, rendez-vous donc sur la page formation de notre site web et vous avez ici un petit bouton «Je m'inscris». Voilà, il vous suffira de vous inscrire ici. Je remets juste également, je vous montre sur notre chaîne YouTube le replay qui est ici, donc au niveau de la playlist monitoring, sur notre chaîne, le replay du premier webinaire. Donc, très bientôt se trouvera également celui d'aujourd'hui. Et puis je vous invite à répondre au petit questionnaire que vous recevrez également, d'ici dans les tout prochains jours, simplement pour nous faire part de toutes vos remarques et de vos éventuels besoins. Voilà, dans le cadre de nos programmes de formation. Et voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir en rester là aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Bon après-midi. Merci Stéphane. Mmh. Bonne journée. Merci, merci à tous et merci pour vos commentaires, toujours, j'apprécie toujours. À Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.